Salut tout le monde et bienvenue dans Café Crime, le podcast où on explore les histoires criminelles qui font jaser au Québec et ailleurs. Je suis Amy, votre hôtesse de 18 ans, étudiante en sciences humaines au Cégep. Ensemble, on va plonger dans des récits captivants, des enquêtes troublantes et des mystères qui vont vous tenir en haleine. Préparez votre café, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans l'univers fascinant du true crime. Alors, prêt à découvrir le côté sombre de notre monde? Comme avant chaque épisode, je tiens à faire un trigger warning. Cet épisode aborde des sujets sensibles, notamment les meurtres, les abus de pouvoir dans le milieu médical, ainsi que la manipulation et la cruauté envers des victimes vulnérables. Les histoires de souffrance, de violence et de mort peuvent être difficiles à entendre pour certains. Si vous vous sentez mal à l'aise ou avez besoin de soutien, n'hésitez pas à prendre une pause, à arrêter le podcast ou à demander de l'aide. Votre bien-être est la priorité. Il y a presque 4 ans, ma vie a changé à jamais. Un jour, j'ai commencé à tomber malade, perdre du poids, ne pas être capable de me nourrir sans vomir, des migraines constantes, jusqu'à des pertes de connaissances fréquentes. Quelques mois plus tard, j'ai eu mon diagnostic. Je devais apprendre à vivre avec une maladie invisible mais bien réelle, le diabète de type 1. Un simple diagnostic, mais un bouleversement complet de mon quotidien. J'avais toujours l'impression de tenir ma vie entre mes mains, mais à partir de ce moment-là, il me semblait que je devais lutter contre un ennemi invisible. Les pics de glycémie, les injections d'insuline, les tests de glucose, les infections de la maladie, la fatigue constante, les hypoglycémies. Et encore, tout devenait un combat quotidien. Ce n'était pas seulement un problème physique. Le plus difficile, c'était la manière dont cette maladie m'affectait mentalement, émotionnellement. La fatigue constante, l'angoisse de ne jamais être assez bien préparée, et cette peur permanente que quelque chose échappe à mon contrôle. Puis, un jour, la pression est devenue trop lourde à porter. J'ai été diagnostiquée avec une dépression sévère. C'était comme si mon corps me disait qu'il en avait assez de lutter, qu'il ne pouvait plus supporter ce fardeau invisible qui pesait sur mes épaules. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est de vivre avec une maladie chronique. Ils ne voient que l'extérieur, mais l'intérieur. L'intérieur, c'est une autre histoire. C'est des moments où tu te sens brisé, où tu te remets en question ta valeur, où chaque geste devient un effort monumental. La douleur physique est bien là, mais c'est la douleur mentale qui te consume. Le diabète de type 1, c'est pas juste une question de chiffres et de doses. C'est une bataille avec toi-même, jour après jour. C'est de vouloir te lever, mais avoir l'impression de n'avoir plus d'énergie. C'est pleurer en silence quand tu as l'impression que le monde ne voit pas la guerre que tu mènes à l'intérieur de toi. C'est un poids que tu portes seul, même si les autres essaient de t'aider. Au-delà de cette maladie, il y a moi, il y a mon histoire, il y a ma volonté de ne pas laisser cette maladie me définir. Il y a la force que j'ai trouvée au plus profond de moi pour continuer à avancer, même quand tout semble trop lourd. Je partage mon histoire non seulement pour vous faire comprendre ce que c'est de vivre avec cette maladie, mais aussi pour vous rappeler que derrière chaque sourire, chaque apparence d'une vie normale, il y a parfois des luttes silencieuses. Aujourd'hui, je vous partage 2 histoires de crimes en lien avec cette maladie chronique. Mais pour commencer, je vais vous faire un petit cours sur l'insuline. L'insuline est une hormone essentielle produite par le pancréas, un organe situé derrière l'estomac.
Son rôle principal est de réguler la quantité de glucose, sucre, dans le sang, ce qui est crucial pour maintenir un métabolisme équilibré et une fonction corporelle optimale. Dans des conditions normales, l'insuline aide les cellules du corps à absorber le glucose, à l'utiliser comme source d'énergie ou à le stocker sous forme de glycogène dans le foie et les muscles pour une utilisation future. L'insuline est une petite protéine composée de 2 chaînes d'acides aminés reliées par des ponts disulfures. Elle est produite par les cellules bêta des îlots de Langerhans dans le pancréas. Lorsque nous mangeons, les aliments, particulièrement ceux contenant des glucides, sont digérés et transformés en glucose qui entre dans la circulation sanguine. Lorsque la quantité de glucose dans le sang augmente après un repas, le pancréas détecte cette élévation et libère de l'insuline dans le sang. L'insuline agit comme une clé, permettant au glucose de pénétrer dans les cellules de notre corps, y compris les cellules musculaires, les cellules graisseuses et les cellules du foie. Ces cellules utilisent ensuite le glucose comme une source d'énergie immédiate ou le stock pour plus tard. Par exemple, dans le foie et les muscles, l'excédent de glucose est stocké sous forme de glycogène. L'insuline joue également un rôle dans la régulation et la production de glucose par le foie. Lorsqu'il y a suffisamment de glucose dans le sang, l'insuline inhibe la production de glucose par le foie, un processus appelé néoglucogénèse. Cela permet de maintenir l'équilibre du taux de sucre dans le sang. Dans certains cas médicaux, l'insuline doit être administrée de l'extérieur pour compenser un dysfonctionnement du système. Les principaux cas où l'insuline est utilisée comme traitement sont les suivantes. Le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque et détruit les cellules bêta du pancréas responsables de la production d'insuline. En conséquence, les personnes atteintes de diabète de type 1 ne produisent plus d'insuline et doivent donc en recevoir par injection via une pompe à insuline pour réguler leur taux de glucose sanguin. Ce traitement est à vie et doit être ajusté en fonction des repas, de l'exercice physique et des niveaux de stress. Le diabète de type 2 est caractérisé par une résistance à l'insuline, ce qui signifie que les cellules du corps ne répondent pas bien à l'insuline, même si le pancréas en produit encore. Dans les premiers stades de la maladie, le pancréas produit souvent plus d'insuline pour compenser cette résistance, mais au fil du temps, il peut avoir du mal à produire suffisamment d'insuline pour maintenir un taux de glucose sanguin normal. Dans les stades plus avancés du diabète de type 2, l'insuline peut être nécessaire sous forme d'injection ou en plus de la gestion de la maladie par des médicaments oraux, l'alimentation et l'exercice physique. Le diabète gestationnel se développe pendant la grossesse et se caractérise par des niveaux de glucose trop élevés dans le sang. Bien qu'il soit souvent temporaire, il peut nécessiter un traitement par insuline si les changements alimentaires et l'exercice ne suffisent pas à contrôler la glycémie. Le diabète gestationnel disparaît généralement après l'accouchement, mais il augmente le risque de développer un diabète de type 2 plus tard dans la vie. Bien que l'insuline soit un traitement vital pour de nombreuses personnes, une utilisation incorrecte ou un mauvais dosage peut entraîner des effets secondaires, notamment des hypoglycémies, baisse excessive de sucre dans le sang. C'est l'effet secondaire le plus fréquent qui peut se produire si trop d'insuline est administrée, si un repas est sauté ou si l'exercice physique est trop intense sans ajustement d'insuline. L'hypoglycémie se produit lorsque le taux de sucre dans le sang chute trop bas. Elle peut être causée par un excès d'insuline, un effort physique intense, une mauvaise alimentation ou l'alcool. Les symptômes. Tremblement, transpiration excessive, fatigue, faiblesse, vertige, faim intense, irritation, confusion, vision floue, évanouissement. Les risques.
chute ou accident, dommages au cerveau à long terme, sinon traités. Les traitements. Consommer des glucides rapides, jus, bonbons, comprimés de glucose. Vérifier régulièrement la glycémie, consulter un médecin si nécessaire. L'insuline est donc un élément clé dans le traitement de nombreuses formes de diabète et d'autres troubles associés à ces déséquilibres de la régulation du glucose. Elle joue un rôle crucial dans la gestion de ces maladies et doit être administrée de manière appropriée pour éviter les complications graves tout en améliorant la qualité de vie des patients. L'hôpital psychiatrique de Ville-Évreux, situé à Neuilly-sur-Marne, en banlieue parisienne, est l'un des établissements les plus célèbres du système de soins psychiatriques en France, bien qu'il soit tristement associé à un passé d'expérimentation médicale et de traitement inhumain, comme je l'ai mentionné précédemment. Cependant, il est important de comprendre les origines de cet hôpital, les personnes qui y ont contribué et son histoire pour mieux savoir son évolution, notamment le rôle qu'il a joué dans la médecine psychiatrique et les liens avec des périodes de traitement controversées. L'hôpital psychiatrique de Ville-Évreux, dont le nom exact est Centre hospitalier de Ville-Évreux, a été fondé en 1857 sous le nom de Asile d'aliénés de Ville-Évreux. À l'époque de sa fondation, il faisait partie d'un mouvement plus large visant à créer des institutions spécialisées dans la gestion des personnes souffrant de troubles mentaux dans un environnement plus humanisé, bien que les conditions aient souvent été loin d'être idéales. Le nom de Ville-Évreux vient du nom du domaine où l'établissement a été construit, un terrain qui appartenait autrefois à la famille d'un certain Jean de Ville-Évreux, un aristocrate français. C'est dans un contexte de réforme sociale et de changement des perceptions à propos de la maladie mentale que cet hôpital a vu le jour. Au 19e siècle, la France connaissait une réforme progressive des soins psychiatriques, avec la volonté de sortir de l'idée selon laquelle les maladies mentaux étaient des monstres et les individus dangereux, devant être isolés de la société. L'idée était d'introduire des soins plus compassionnels et plus humains pour les patients souffrant de troubles mentaux. La création de l'hôpital est largement associée à l'influence du médecin et psychiatre Philippe Pinel. Bien que Pinel ne soit pas directement lié à la fondation de l'hôpital de Ville-Évreux, il a cependant eu une grande influence sur le modèle de soins psychiatriques qui prévalait à l'époque. Pinel est souvent considéré comme l'un des pionniers de la psychiatrie moderne en France. Il a promu une approche humaniste des soins psychiatriques, s'opposant à l'enfermement abusif et à l'isolement des malades mentaux dans des conditions inhumaines. Bien que Pinel ne fût pas directement impliqué dans la fondation de Ville-Évreux, sa philosophie de soins psychiatriques a eu un impact sur l'évolution de l'hôpital et des soins psychiatriques en France. Pinel a œuvré pour une meilleure compréhension des troubles mentaux et a introduit des pratiques comme la libération des chaînes, permettant aux patients de ne plus être physiquement enchaînés dans les asiles. À travers cette approche, il a permis une évolution dans la manière dont la psychiatrie était pratiquée à cette époque. L'hôpital psychiatrique de Ville-Évreux a évolué au fil des années, notamment au 20e siècle. Elle a été marquée par des pratiques qui seraient aujourd'hui considérées comme profondément inhumaines, au-delà de ses débuts comme l'institution de soins. Ville-Évreux a été l'un des lieux où des expérimentations médicales controversées ont eu lieu, comme les traitements par électrochoc, la lobotomie, et dans les années 50 et 60, les expérimentations sur l'insuline. Le docteur René Spitz,
psychiatre d'origine autrichienne, a été une figure clé dans les années 40 et 50 pour avoir proposé des théories autour du développement mental et social des enfants, mais aussi pour ses recherches sur les effets de la privation émotionnelle. Même s'il n'était pas directement impliqué dans les expérimentations de Bill Everd, ses travaux ont influencé la psychiatrie à cette époque. Et les techniques utilisées dans l'hôpital étaient en ligne avec les théories de l'époque sur les traitements des maladies mentales par des moyens psychopathologiques brutaux. Un nom revient souvent dans les rapports sur l'histoire de Bill Everd. C'est celui de Dr Jean-Claude Chabrol, un médecin psychiatre qui a exercé dans l'hôpital durant les années 50. Chabrol a été un praticien influent dans les établissements de la méthodologie utilisée pour les expérimentations médicales, en particulier dans les traitements impliquant l'insuline. Dans le contexte de l'époque, il est important de noter que la recherche psychiatrique était en grande partie non régulée et de nombreuses pratiques expérimentales étaient menées sans contrôle éthique strict. À cette époque, les traitements par insulinothérapie et par électrochoc étaient utilisés dans les essais cliniques qui n'ont pas pris en compte les risques et les conséquences pour les patients. Ces traitements ont été appliqués dans un contexte où la psychiatrie était encore marquée par des méthodes de traitement expérimentales et des théories qui privilégiaient souvent des interventions directes sur le corps et le cerveau. L'hôpital de Bill Everd a vu son rôle évoluer à partir des années 70. Lorsqu'un nombre croissant de critiques sur les pratiques médicales inhumaines ont émergé, en particulier par l'essor des droits des patients et la lutte contre les abus des institutions psychiatriques dans les années 80-90, qui ont marqué une époque de la réforme profonde dans les soins psychiatriques, avec une attention particulière à la désinstitutionnalisation et à la mise en place des soins plus centrés sur le patient. De plus, les pratiques d'expérimentation non éthiques menées à l'hôpital ont fait l'objet de nombreuses enquêtes dans les années qui ont suivi. Ces enquêtes ont mis en lumière la manière dont des personnes vulnérables, souvent internées pour des troubles psychiatriques graves, ont été utilisées comme cobayes dans des études médicales menées sans leur consentement éclairé. Pour conclure, l'hôpital psychiatrique de Bill Everd, fondé au 19e siècle, est un exemple complexe et contradictoire dans l'histoire de la psychiatrie. Et qui a été conçu à l'origine dans le but de fournir des soins plus humains aux personnes atteintes de la maladie mentale, son évolution au 20e siècle a été marquée par des pratiques abusives, des expérimentations médicales cruelles et des traitements inappropriés qui ont laissé des cicatrices profondes. Les fondateurs et les médecins influents qui ont travaillé à Bill Everd, bien qu'ayant pour certains été motivés par des intentions de réforme, ont aussi été responsables de méthodes qui sont aujourd'hui considérées comme barbares. L'histoire de Bill Everd est donc celle d'un lieu de soins, mais aussi d'expérimentation traumatisante, et son héritage soulève des questions importantes sur l'éthique médicale et la manière dont les personnes vulnérables ont été traitées dans les institutions psychiatriques. L'hôpital psychiatrique T4 et l'expérimentation médicale, en particulier celle impliquant l'insuline et la création d'hypoglycémie, sont un chapitre sombre de la médecine, notamment en France. Le nom T4 fait référence au centre psychiatrique de Bill Everd situé en Seine-Saint-Denis à Paris, où sont déroulées les pratiques extrêmement controversées. Bien qu'il existe de nombreuses histoires complexes et des récits souvent douloureux associés à cet établissement, je vais me concentrer sur un des aspects les plus troublants de son histoire. Les expérimentations médicales menées pendant la seconde moitié du 20e siècle, notamment l'utilisation de l'insuline dans des cas de traitements expérimentaux. L'hôpital psychiatrique de Bill Everd, également connu sous le nom de Centre psychiatrique de Bill Everd, est un établissement qui a longtemps été associé aux pratiques psychiatriques les plus
contesté. Je suis par le voir en France. L'établissement a été fondé à la fin du 19e siècle, mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale qui a été tristement célèbre pour ses expérimentations médicales, particulièrement des années 50 et 60. Villevorde se trouve dans la banlieue nord de Paris, à un endroit où les bâtiments de centres psychiatriques se sont rapidement transformés en un terrain d'expérimentation pour de nombreux médecins et chercheurs. Le nombre de patients, souvent issus de classes sociales défavorisées ou de populations marginalisées, a explosé à cette époque. Beaucoup d'entre eux étaient internés dans des conditions qui pouvaient être considérées comme abusives, notamment en raison du manque de soins appropriés et des traitements inhumains appropriés appliqués à certains. L'utilisation de l'insuline pour créer des hypoglycémies chez les patients a ses racines dans une période plus ancienne de la médecine psychiatrique, notamment aux années 20. À cette époque, les médecins croyaient que les modifications de l'état de conscience pouvaient aider à traiter des troubles psychiatriques, notamment la schizophrénie et la dépression. L'hypoglycémie induite par l'insuline, ainsi connue sous le nom de thérapie insulinique, a été développée par un médecin autrichien, Manfred Sakel, en 1933. L'idée de base était que l'hypoglycémie sévère pouvait provoquer un choc et que ce choc physique pourrait, d'une manière ou d'une autre, aider à guérir des troubles mentaux. Les patients recevaient de grandes doses d'insuline, parfois des doses bien au-delà de celles qui seraient aujourd'hui considérées comme sûres. Et les médecins surveillaient les effets physiopathologiques qui se produisaient. L'objectif était de provoquer une hypoglycémie sévère, ce qui entraînait une perte de conscience et parfois des convulsions. Les effets de ce traitement étaient controversés. Certains rapports affirmaient qu'il pouvait, pour certains mécanismes encore mal compris à l'époque, avoir des effets bénéfiques temporaires sur l'état psychologique du patient. Cependant, ces traitements étaient non seulement extrêmement dangereux, mais il était également réalisé sans consentement éclairé et sans explication complète des risques aux patients. Dans les années 50 et 60, l'insulinothérapie a continué à être pratiquée dans divers hôpitaux psychiatriques, y compris à Villevorde. À cette époque, les médecins croyaient encore que cette méthode pouvait réveiller des patients plongés dans des états de dépression profonde ou de confusion mentale sévère. Les doses administrées aux patients étaient parfois exorbitantes et les effets secondaires étaient nombreux, y compris des dommages cérébraux permanents, des lésions cardiaques et, dans certains cas, la mort. À Villevorde, ces expérimentations étaient souvent menées sur des patients internés sans leur consentement explicite. La majorité des patients étaient vulnérables, souvent des personnes souffrant de troubles mentaux sévères ou de maladies chroniques, et beaucoup étaient considérés comme irrécupérables. Ces patients étaient souvent traités comme des objets d'expérimentation sur le bien-être et leur bien-être n'étant pas la priorité des médecins impliqués dans ces études. Les expérimentations se sont intensifiées pendant cette période. Les médecins cherchaient à tester non seulement l'efficacité de l'insuline, mais aussi l'impact de la privation de nourriture, les effets de médicaments combinés à d'autres formes de thérapie. Les expérimentations sur l'insuline à Villevorde ont souvent été menées sans surveillance éthique ou scientifique appropriée. Les patients étaient parfois laissés sans surveillance après les injections d'insuline, ce qui pouvait conduire à des hypoglycémies sévères. Parfois, ces expérimentations ne se limitaient pas à l'insuline, mais incluaient également des traitements à base de psychotropes ou des méthodes plus extrêmes comme la thérapie par électrochoc. Les
Les effets secondaires de l'hypoglycémie induite par l'insuline étaient dévastateurs et de nombreux patients ont souffert de séquelles graves et permanentes. La perte de mémoire, les troubles cognitifs, les convulsions et les dommages neurologiques étaient fréquents. De plus, ces traitements n'ont jamais été véritablement prouvés efficaces en long terme pour traiter des maladies psychiatriques. Les patients ont souvent été laissés dans un état de détresse après avoir subi ces traitements. Le traumatisme psychologique causé par ces traitements était profond. Et beaucoup de survivants des expérimentations ont vécu des vies marquées par des troubles mentaux accrus, des cicatrices physiques, voire des troubles de l'identité. L'un des aspects les plus controversés des expérimentations à Villervard était la question du consentement éclairé, qui n'était pratiquement jamais obtenu. Les patients, souvent internés depuis longtemps, ne comprenaient pas les risques des traitements, et il est peu probable qu'il y ait eu la possibilité de refuser l'expérimentation. Ce n'est que plusieurs décennies après la fin des expérimentations que l'histoire des pratiques à Villervard a commencé à émerger. Les victimes ont commencé à témoigner et des enquêtes ont été menées pour examiner les traitements. En France, ce n'est qu'après les années 80 que les expérimentations médicales sur des patients vulnérables ont commencé à être réglementées de manière plus stricte. Cependant, de nombreuses victimes de ces expérimentations n'ont jamais obtenu de compensation ou de reconnaissance pour ce qu'elles ont enduré. Le cas de Villervard est également lié à d'autres scandales d'expérimentation médicale dans les hôpitaux psychiatriques français, qui ont souvent été sous l'influence de médecins ayant peu d'éthique ou d'intérêt pour le bien-être des patients. Cette période a été marquée par une volonté de tester des théories expérimentales sans considération pour la sécurité des individus concernés. Les expérimentations médicales menées à l'hôpital psychiatrique de Villervard, en particulier celles impliquant l'insuline et la création d'hypoglycémie, sont un exemple tragique de la manière dont les médecins dans la médecine peut être utilisée à des fins d'expérimentation sur des populations vulnérables. Elle souligne la nécessité de renforcer les normes éthiques en médecine et la protection des droits des patients. L'histoire de Villervard est un rappel douloureux des erreurs du passé et les leçons tirées de cette pratique doivent continuer à informer les décisions médicales modernes et assurer que de telles atrocités ne se reproduisent plus. Bien que les détails de certaines expérimentations demeurent flous et inexacts, il est essentiel que l'on se souvienne de cette époque pour garantir que l'éthique médicale ne soit jamais sacrifiée au nom de la recherche. Les souffrances des patients doivent être reconnues et honorées, et des efforts doivent être faits pour rendre justice à ceux qui ont été exploités dans le cadre de ces expérimentations inhumaines. On est déjà rendu dans le deuxième cas, le cas de Neil Hodgel. Neil Hodgel est né le 30 décembre 1976 à Oldenburg, une ville du nord de l'Allemagne. Son enfance n'était pas marquée par des événements particulièrement exceptionnels ou des signes évidents de troubles comportementaux, mais plusieurs éléments de son passé pourraient avoir influencé ses actions futures. Hodgel est issu d'une famille relativement ordinaire. Son père était ingénieur et sa mère au foyer. Il vivait dans un environnement familial traditionnel sans gros problèmes financiers ou sociaux. En apparence, il semblait être un enfant comme les autres, sans histoire de maltraitance ou de traumatisme majeur dans ses premières années. Cependant, des éléments de sa personnalité semblent avoir joué un rôle dans la construction de son caractère. En grandissant, Hodgel a montré des signes d'isolement social. Il avait peu d'amis et avait des difficultés à s'intégrer dans des cercles sociaux.
Ce manque de lien et d'affection pourrait avoir nourri son désir de validation à un âge plus adulte. Il était souvent perçu comme un jeune homme calme et réservé, et sa solitude était en grande partie due à sa timidité, un trait qui ne semblait pas dénoter une personnalité à risque. D'après certains témoignages, Ogiel aurait eu une relation assez distante avec ses parents, bien que rien ne suggère une violence familiale ou une négligence. Cependant, certains experts ont spéculé qu'un manque de soutien affectif dans son enfance pourrait avoir joué un rôle dans son développement psychologique et son incapacité à établir des relations saines et équilibrées plus tard. À la fin de son adolescence et au début de sa vingtaine, Ogiel a choisi de devenir infirmier. Son choix de carrière pourrait être vu comme une tentative de se réinventer, de chercher un rôle respecté et valorisé dans la société, en particulier dans un domaine où il y aurait la possibilité d'interagir avec des gens, parfois dans des situations de vie ou de mort. Cependant, son parcours dans le domaine de la santé ne se passait pas sans difficulté. Bien qu'il ait réussi à obtenir son diplôme, il était un infirmier qui n'attirait pas particulièrement l'attention par ses compétences exceptionnelles. Il n'était pas particulièrement brillant, mais il réussit à obtenir les postes qu'il désirait. Certains collègues ont fait des états de son besoin de démontrer sa valeur par des gestes spectaculaires, ce qui a pu lui apporter une certaine validation, même si elle était basée sur des compétences superficielles. Bien que l'enfance de Neil Ogiel ne comporte pas d'éléments directs de violence ou de négligence extrême, certains experts ont suggéré que son besoin de validation et de contrôle pourrait avoir une racine profonde dans son histoire familiale. L'absence de liens sociaux solides pendant son adolescence, combinée à un besoin insatiable d'attention et d'affection, aurait pu se transformer en un désir malsain de pouvoir. Les spécialistes en psychologie criminelle estiment que ce désir de reconnaissance, allié à son environnement professionnel, il pouvait jouer un rôle de sauveur, ont été l'élément déclencheur de ces actes. En résumé, bien que son enfance semble avoir été relativement normale à première vue, certains aspects de son développement et de ses relations familiales, ainsi que son isolement social, peuvent avoir contribué à la construction d'une personnalité criminelle. Le premier cas répertorié de Neil Ogiel en tant que tueur remonte à l'année 2000. Alors qu'il était infirmier dans un hôpital de Hildenburg en Allemagne. Ce n'était pas une erreur ou un accident isolé. C'était un acte délibéré et prémédité. Ogiel, qui avait alors 23 ans, travaillait à l'hôpital en tant qu'infirmier dans l'unité des soins intensifs. Les événements ont commencé lorsque Ogiel a administré une dose fatale d'insuline à un patient, ce qui a entraîné sa mort. Ce premier acte a été passé sous silence ou mal diagnostiqué à l'époque, car l'hôpital et ses collègues n'ont pas immédiatement réalisé que la cause de la mort était suspecte. L'insuline, une hormone essentielle pour les personnes atteintes de diabète, a été le moyen pour lequel Ogiel a commencé ses meurtres. L'insuline, en excès, peut provoquer une hypoglycémie sévère, conduisant à un coma, des lésions cérébrales et finalement à la mort, s'il n'est pas traité rapidement. Ogiel choisissait des patients dont la condition était déjà fragile et administrait délibérément des doses d'insuline mortelles. L'un des aspects les plus perturbants de ce premier cas est que la victime n'avait aucune raison évidente de mourir à ce moment-là. Le patient était sous traitement médical, mais en apparence stable. C'est ce qui a permis à Ogiel de masquer son crime. L'administration de l'insuline était un acte subtil qui ne laissait pas immédiatement de traces évidentes sur les dossiers médicaux. À l'époque de ce premier meurtre, Ogiel n'était pas encore repéré comme un tueur en série. En fait, il semblait être un infirmier ordinaire. Cependant, derrière cette façade se cachait une personnalité profondément perturbée. Ogiel aurait ressenti un besoin de contrôler la vie des patients.
un désir de provoquer des situations qui seraient vues comme l'héros. Celui qui intervenait pour sauver des vies après qu'une crise se soit produite. Mais paradoxalement, il était aussi celui qui déclenchait des crises en administrant des doses fatales de médicaments. Le décès du patient en 2000 n'a pas immédiatement attiré l'attention des autorités ou de l'hôpital. À l'époque, la cause de la mort n'a pas été identifiée comme suspecte. Il n'y avait pas encore de lien établi entre cet incident et d'autres événements similaires. Neil Ogiel n'était pas encore suspecté. Cependant, au fur et à mesure que les meurtres se multipliaient, les enquêteurs commenceraient à retracer des événements et à relier les morts de manière plus systématique. Ce premier meurtre a été un tournant dans la carrière de Ogiel, marquant le début de ce qui allait devenir une série de meurtres sur plusieurs années, où il continuerait à administrer des doses fatales d'insuline ou des médicaments, choisissant souvent des patients en réanimation ou en soins intensifs, des endroits où des erreurs médicales peuvent facilement être dissimulées. Le fait que ce meurtre initial soit passé inaperçu pendant un certain temps illustre la façon dont Ogiel a habilement manipulé son environnement de travail, commettant des meurtres tout en maintenant une façade professionnelle de soignant compatissant. C'est seulement après une série de décès inexplicables que des suspicions ont commencé à émerger, menant une enquête plus approfondie. Le meurtre qui a finalement conduit à l'arrestation de Neil Ogiel s'est produit en 2005. Un événement marquant qui a attiré l'attention des autorités et permis de dévoiler l'étendue de ses crimes. C'est à l'hôpital de Delmenhorst, je m'excuse si j'ai mal dit le nom. Donc c'est à cet hôpital où Ogiel travaillait alors que ce meurtre tragique a eu lieu. Le 21 juin 2005, Neil Ogiel a administré une dose létale d'insuline à une patiente, une femme d'une 50aine d'années. Ce jour-là, Ogiel a agi comme il en avait l'habitude, en injectant des substances dangereuses dans le corps de ses victimes. Cependant, cette fois, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. La patiente était tombée gravement malade peu de temps après l'injection. Alors que d'habitude, Ogiel attendait que l'état du patient se détériore pour qu'il puisse intervenir et sauver, en gros guillemets, la personne. Cette fois-ci, il n'a pas eu le temps d'agir. La patiente est décédée avant qu'il ne puisse réagir, ce qui a éveillé des soupçons parmi les autres membres du personnel médical. Ce décès a été particulièrement suspect, car il est survenu dans des circonstances inhabituelles. Bien qu'il soit courant de perdre des patients en réanimation, ce décès n'avait pas de cause évidente. Plusieurs collègues de Ogiel ont alors commencé à se poser des questions, notamment sur les antécédents de la patiente et les médicaments administrés. Le véritable tournant s'est produit lorsque des médecins et des infirmiers ont observé plusieurs autres événements suspects dans les mêmes services. Un des collègues de Ogiel, un médecin, a remarqué un nombre anormalement élevé de décès subis, dont plusieurs étaient survenus après que Ogiel ait été seul responsable de l'administration des médicaments. Cette suspicion a incité les autorités hospitalières à enquêter plus sérieusement sur les circonstances de la mort de cette patiente. Une autopsie a révélé des doses anormalement élevées de médicaments, et cela a conduit à l'ouverture d'une enquête criminelle. Les autorités ont aussi examiné les dossiers des autres patients décédés dans des circonstances similaires, et des preuves ont émergé établissant que Ogiel était impliqué dans les morts de plusieurs autres personnes. L'enquête a rapidement révélé que Neil Ogiel avait tué au moins 85 patients dans les hôpitaux où il avait travaillé.
bien que certains rapports indiquent qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de morts liées à ce criminel. Après son arrestation en 2005, les enquêteurs ont découvert des preuves accablantes dans des dossiers médicaux et les témoignages de collègues. Lors de son procès, O'Gill a avoué avoir tué ses patients délibérément, souvent en administrant des doses mortelles de médicaments comme l'insuline ou des médicaments cardiaques. Elle a expliqué qu'il voulait observer les réactions des patients après l'administration de ces doses, prenant un plaisir morbide à les voir lutter pour leur vie avant d'intervenir, espérant ainsi être perçu comme un héros. L'arrestation de Neil O'Gill a marqué la fin d'une période de terreur dans les hôpitaux allemands où il avait travaillé. Son cas a choqué le pays, non seulement à cause de l'ampleur de ses meurtres, mais aussi en raison du fait qu'il était un soignant de confiance, un membre du personnel hospitalier responsable de la vie des patients. Le meurtre de la patiente en 2005 a donc été l'élément déclencheur qui a permis de briser le silence autour de ces crimes. C'est cet incident qui a mis fin à sa carrière d'infirmier et a enfin permis d'arrêter un tueur en série camouflé sous les traits d'un soignant. Le procès de Neil O'Gill a été l'un des plus médiatisés en Allemagne. Compte tenu de l'ampleur de ses crimes et la durée pendant laquelle il a échappé à la justice. Voici un détail sur le déroulement de son procès. Neil O'Gill a été arrêté en 2005 après des soupçons croissants concernant son rôle dans la mort de plusieurs patients. Cependant, ce n'est qu'en 2014 que l'enquête a été réactivée après que de nouveaux éléments aient émergé, notamment grâce à la découverte de nouvelles preuves dans les hôpitaux où O'Gill avait travaillé. En 2018, après de nombreuses investigations, un procès a été lancé contre lui. O'Gill a été accusé d'avoir tué 85 patients pendant sa carrière d'infirmier, principalement dans les hôpitaux de Hildenberg et Delmenhorst. Je suis désolée. Mais il a affirmé qu'il avait agi sous l'effet d'un besoin de puissance, et non par intention purement meurtrière. Il a été jugé pour meurtre dans 6 cas particuliers, mais les accusations concernaient en réalité un plus grand nombre de décès. Le procès a débuté en mars 2015 à Oldenburg et a duré près de 3 ans, soit jusqu'en 2018, après une interruption pendant l'été 2016 en raison de l'un de ses demandes de pause, qu'il a formulé en raison de son état de santé. Il s'agissait d'un procès très complexe, impliquant de nombreux experts, témoins et familles de victimes. Les juges ont dû établir un lien entre les morts de patients et l'implication de O'Gill. Neil O'Gill est accusé d'avoir intentionnellement administré des doses mortelles de médicaments, comme des médicaments cardiaques, de l'insuline et d'autres substances dangereuses, dans le but de provoquer des arrêts cardiaques ou des complications fatales, et ainsi provoquer des situations où il pouvait sauver ses patients et se mettre en avant comme un héros. Les meurtres étaient souvent déguisés en incidents naturels ou en effets secondaires de la maladie, ce qui expliquait pourquoi il avait réussi à passer inaperçu pendant tant d'années. C'était l'un des aspects les plus glaçants du procès. L'hôpital et le personnel médical n'avaient pas vu les signes avant-coureurs, et les meurtres étaient systématiquement cachés derrière des diagnostics standards. Pendant le procès, des témoins ont témoigné de la méthode de travail de O'Gill. Certains de ses collègues ont déclaré avoir remarqué son comportement étrange, son implication excessive dans les soins de patients gravement malades et sa tentative de sauver des patients qu'il avait lui-même blessés. Il avait aussi des témoignages accablants de son attitude
postérieures aux incidents. Il semblait souvent attendre des crises chez ses patients et se montrait parfois nerveux ou particulièrement satisfait lorsqu'un patient était sauvé après une situation critique qu'il avait provoquée. Les familles des victimes ont été également invitées à témoigner de la douleur et de la confusion qu'elles ont ressenties après la mort soudaine de leurs proches, souvent dans des circonstances inexplicables. La dévastation psychologique et les interrogatoires restés sans réponse ont été des éléments clés du procès. Le procès a également été marqué par la défense de Neil Ogill, qui a eu au début rejeté les accusations de meurtre prémédité. Il a expliqué ses actions par des motivations psychologiques complexes, comme un besoin de se sentir supérieur et d'attirer l'attention. Ogill a admis avoir administré les doses mortelles, mais il a nié vouloir réellement tuer les patients. Selon lui, il se sentait sous pression dans son travail et voyait ses actions comme une manière de tester ses compétences ou de provoquer des situations où il pourrait être perçu comme un sauveur. Cela n'a pas convaincu le tribunal, qui a jugé des explications comme étant des tentatives pour minimiser ses actes et de se dérober à la pleine responsabilité. À mesure que le procès avançait, il est devenu de plus en plus difficile pour Ogill de maintenir sa défense. Le verdict est tombé en février 2019. Ogill a été condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre, dans plusieurs cas spécifiques. Bien que le nombre exact de ses victimes reste un sujet de débat, il a été reconnu coupable d'avoir causé la mort de 85 patients. Mais certains experts estiment que le nombre réel pourrait être bien plus élevé, notamment à cause de la façon dont il cachait derrière ses fonctions et les dysfonctionnements du système hospitalier. Le tribunal a précisé que la gravité de ses actes, qui s'étendait sur une période de près de 10 ans, méritait une peine maximale. Le juge a noté que les actions de Ogill étaient d'une cruauté extrême et qu'il avait abusé de la confiance qui lui était accordée en tant qu'infirmier. L'un des aspects les plus horribles du procès fut la révélation d'autres victimes potentielles. Les enquêteurs ont enquêté sur des centaines d'autres cas de décès suspectés liés à Ogill. Bien que l'absence de preuves tangibles ait empêché des accusations plus larges, l'impact psychologique de ces découvertes sur les familles des victimes a été immense. Le procès a profondément affecté non seulement les familles des victimes, mais aussi l'ensemble du système hospitalier allemand. Les erreurs systémiques qui ont permis à Ogill de commettre ces meurtres sans être détectés pendant des années ont mis en lumière des failles dans la supervision du personnel médical, entraînant des réformes dans la gestion des soins de santé. Neil Ogill reste l'un des pires tueurs en série de l'histoire moderne de l'Allemagne. Et son procès a attiré une attention mondiale sur les dangers potentiels liés à l'abus de pouvoir dans le milieu médical. L'histoire de Neil Ogill est un rappel glaçant que des ténèbres qui peuvent se cacher derrière les murs d'un hôpital, un lieu où on attend normalement des soins et de la sécurité. Ces crimes, commis sous l'apparence d'un soignant dévoué, montre comment la confiance aveugle que l'on place dans le système médical peut parfois être tragiquement trahie. La quantité de victimes, la cruauté de ses actes et la manière dont il a manipulé les situations pour dissimuler ses meurtres soulignent la complexité du mal humain. Mais au-delà de la terreur de ses actions, cette affaire nous pousse à réfléchir sur la manière dont le système médical doit être constamment scruté et réévalué pour garantir la sécurité des patients. Elle nous rappelle aussi que derrière chaque crime, il y a des vies brisées, des familles bouleversées et un lourd fardeau à porter pour ceux qui ont dû vivre avec cette tragédie. L'histoire de Neil Ogill est un avertissement, mais aussi un rappel à la vigilance et à la compassion. Que cet épisode serve de mémoire à ceux qui ont perdu
perdu la vie sous ses mains.